Bonjour tout le monde, bienvenue à cette table ronde sur terrorisme et pensée extrême. On a aujourd'hui beaucoup de chance au Cégep Édouard-Montpetit parce que nous avons probablement trois des plus grands experts, j'oserais dire, de la planète sur le phénomène. Et je vais vous les présenter brièvement. Et le déroulement va se faire un peu comme ça ce midi. Chacun des participants, des panélistes, va parler pendant environ une vingtaine de minutes, tour à tour. Et ensuite, nous allons avoir une période de questions et de débats entre les panélistes. Donc, je vous les présente dans l'ordre qui vont faire leur présentation. Première personne, David Morin, qui est vice-doyen. Hein? Vice-doyen de quelle faculté déjà? Des sciences humaines. Oui, faculté des sciences humaines de l'Université de Sherbrooke et qui est évidemment professeur en sciences politiques et qui s'intéresse beaucoup aux questions géopolitiques du terrorisme et qui va nous parler aujourd'hui, qui a écrit plein de bouquins. Vous irez sur Internet les voir. Ils ont tous écrit plein de bouquins. D'ailleurs, par rapport à ça, si vous revenez ce soir à la conférence, il y aura des livres à vendre sur place et ils pourront vous les dédicacer. Et après la conférence de ce soir, il y aura donc un petit buffet et vous pourrez parler aux auteurs. Ce midi, ça va être difficile après parce qu'ils ont ils ont plein d'autres engagements. Mais en fait, je disais, c'est la conférence de Gérald Bronner ce soir. Il va être là pour vous parler après la conférence dans un cadre, j'allais dire champêtre, mais bon, un cadre plus calme. Alors, donc, David Morin va nous parler plus précisément du Canada et va nous faire une petite introduction. Ensuite, nous avons un invité qui nous vient de loin, qui est arrivé hier de Paris, professeur à l'Université de Paris, Gérald Bronner, qui est sociologue, spécialiste des processus cognitifs, donc qu'est-ce qui fait qu'un individu, dans son esprit, va développer des attitudes de radicalisation. Je vous l'avoue, sincèrement, je suis un groupie total de M. Bronner. Il m'a vachement inspiré dans la fondation du SOFIR et donc je suis très, très fier de vous le présenter aujourd'hui et aussi très fier de vous dire qu'il sera dorénavant chercheur associé, comme tous ces messieurs aussi à la table, chercheurs associés au SOFIR. Et nous avons déjà prévu de se rencontrer à Paris au mois de juin pour développer des projets ensemble avec le SOFIR. Donc, Gérald Bronner qui va nous parler peut-être des aspects plus cognitifs, du développement cognitif de la pensée extrême. Et le dernier, mais non le moindre, qui, pour ceux qui regardent la télévision et s'intéressent le moindrement à la politique au Moyen-Orient, tout le monde au Québec connaît Sami Aoun, qui est d'origine libanaise, quand même. Il est arrivé au Québec, ça fait longtemps quand même. Ça fait longtemps qu'il est là. Hein? Une trentaine d'années, oui. Et qui donc a fait sa marque au Québec dans l'analyse des politiques du Moyen-Orient. Et ce qui n'est pas une mince affaire, hein, parce que c'est compliqué, hein, le Moyen-Orient. Et depuis plus de 20 ans, M. Aoun, en fait, a fait comprendre à toute une génération de Québécois, y compris moi, tous les tenants et aboutissants de ce qui se passe au Moyen-Orient. Il nous a expliqué à la télévision et dans ses livres toutes ces choses complexes qui se passent, ces relations complexes qui se passent au Moyen-Orient. Alors, il va nous entretenir de ça aujourd'hui. Alors, je vais laisser la parole à David Morin, lui redonner son micro. Merci beaucoup. Merci pour l'invitation du CEFIR. C'est également un plaisir d'être ici au collège Édouard-Montpetit. Toujours beaucoup de plaisir à revenir à Longueuil, parce que vous savez que l'Université de Sherbrooke a un campus à Longueuil, alors donc régulièrement avec Sami, on vient y donner quelques cours. Donc, ce que je vous propose de faire comme première présentation, c'est un petit peu une réflexion introductive sur la question du terrorisme et de la pensée extrême. Il y a certains éléments sur lesquels je vais passer rapidement parce que je sais que mes deux collègues vont élaborer davantage dessus.
Généralement, je suggère aux étudiants de m'interrompre et puis d'engager une discussion. Là, ce que je comprends, c'est qu'on va plutôt y aller sur les 3 présentations. Mais s'il vous plaît, à l'issue, après, s'il y a des choses qui vous écorchent l'oreille, s'il y a des trucs qui ne sont pas clairs, ou si vous avez envie de nous faire part un peu de vos réflexions, ben, c'est le bon moment pour le faire. On a l'habitude, et on est allé dans plusieurs cégeps parce qu'on fait partie, à l'Observatoire sur la radicalisation et l'extrémisme violent, d'un projet interordre en prévention de la radicalisation. Et on va souvent rencontrer les étudiants de tous les niveaux, surtout pour discuter, pas nécessairement de sujets directement reliés à la radicalisation, mais certains qui sont connexes, comme notamment la conférence que M. Bronner donnera ce soir sur les théories du complot, qui, comme vous le savez, font partie de la question de quelle est la place des médias, finalement, dans tous ces processus-là. Donc, sans plus attendre, ce que je vous propose de faire, c'est une petite mise en contexte, et puis tout bon prof qui se respecte essaye de définir un peu ces concepts. Je ne vais pas vous fatiguer avec la définition des concepts aujourd'hui, on n'a pas le temps, on pourrait tenir des heures et des heures. Il n'y a pas nécessairement de consensus majeur sur les termes qu'on utilise. Vous voyez, on en montrait quelques-uns, terrorisme et extrémisme. Alors on partait du fondamentalisme pour resserrer progressivement vers l'intégrisme, puis vers l'extrémisme, et finalement pour terminer sur les 2 notions d'extrémisme violent et terrorisme. Alors pourquoi est-ce qu'on a un espèce de schéma en entonnoir ici? C'est parce que finalement, l'individu qui au final va décider de rejoindre une organisation terroriste ou de commettre ce qu'on appelle un acte terroriste, étant entendu, vous aurez vu dans l'actualité que souvent on ne s'entend pas forcément pour dire ce qui est du terrorisme et ce qui ne l'est pas, mais mettons que le terrorisme soit une action violente avec un mobile politique ou politico-religieux ou économique, etc. Donc vous voyez, et je pense que ce qui est important de retenir là-dedans, c'est que le discours radical en soi, et alors là je verrai ce que mes collègues en disent, mais comme la pensée extrême n'est pas par définition négatif. Il y a beaucoup de progrès sociaux qui ont été menés par des gens qui étaient considérés comme des extrémistes ou des radicaux dans l'histoire de l'humanité. Donc vous voyez ici évidemment quelques photos, Martin Luther King, Gandhi, Nelson Mandela, qui lui est clairement été identifié comme un terroriste au moment de l'apartheid par le gouvernement sud-africain, et que donc dans une certaine mesure la notion de radical, de pensée extrême, etc. est très conjoncturelle par rapport à l'époque où finalement les individus tiennent des discours qui peuvent sembler en décalage avec le discours plus mainstream, avec la pensée traditionnelle. Évidemment, ce qui est important quand même de préciser ici, c'est que on entend le discours radical comme une pensée politique. Là où le bas va blesser, c'est quand on décide que finalement, c'est correct d'avoir recours à la violence pour finalement imposer ses idées et puis essayer de produire des changements sociaux, politiques, économiques, etc. Donc, je tiens quand même à faire cette distinction entre l'extrémisme et l'extrémisme violent, qui, à mon avis, sont 2 champs évidemment interreliés, mais qu'il faut bien distinguer. Ne serait-ce que parce que parfois, vous avez des gens qui s'adonnent à des actions violentes, qui rejoignent des groupes violents, sans nécessairement être passés par le processus d'une radicalisation ou finalement d'une pensée qui devient de plus en plus extrémiste. Vous avez des gens qui aussi rejoignent des organisations par opportunité, parfois parce qu'ils n'ont rien à faire, et que c'est finalement une fois qu'ils sont dans l'organisation que progressivement, effectivement, le discours va se durcir et que la pensée vraiment extrémiste va apparaître. Donc en tout cas, en tant que politologue, c'est la manière que moi j'ai de concevoir, mais je suis à peu près sûr que les sociologues peuvent avoir un point de vue un petit peu différent. Le cadre de la réflexion et de la discussion aujourd'hui, je pense, se situe aussi dans un espèce de schéma qui est la liberté d'expression qui nous gouverne tous, puisqu'on est dans un état de droit où la liberté d'expression est un principe fondamental, et le discours haineux, qui est finalement l'autre extrême, si vous voulez, du spectre. Comment est-ce que nous, en tant qu'individus libres et éclairés, on peut tenir un discours qui peut être radical sans nécessairement tomber dans le discours haineux? Et vous savez que ça, c'est 2 principes qui parfois se heurtent dans la société dans laquelle on vit. On a vu notamment, par exemple, un certain nombre de gens tenir des discours haineux sur le net, tenir des discours haineux dans les médias sociaux, etc., en oubliant un peu que, effectivement, le discours haineux est quand même couvert par le code criminel, et que donc on ne peut pas, au nom de la liberté d'expression, appeler à tuer telle ou telle communauté.
c'est puni par la loi. Donc si vous voulez, on est un petit peu toujours dans cette espèce de prisme-là. Et évidemment, en tant que politologue, le point important n'est pas tant la loi que l'explication de la loi et où est-ce qu'on place le curseur, si vous voulez, entre liberté d'expression et puis discours haineux, donc qui est pénalement, enfin, je veux dire, pour lequel on peut être poursuivi. Donc, c'est un petit peu ce cadre de réflexion-là, je pense, qu'on devrait conserver à l'esprit, avec un élément aussi, c'est que quand on parle d'extrémisme, il y a évidemment une forte dimension subjective. Et elle est vraie pour le terrorisme aussi. On dit souvent, et puis c'est l'expression consacrée, que quelqu'un est un terroriste pour l'un et il va être un combattant de la liberté pour un autre. Donc il y a beaucoup de subjectivité là-dedans, et quand on arrive à coller l'étiquette de terroriste à un individu, on est en train de disqualifier, de délégitimer un peu son action, mais il y a beaucoup de perceptions là-dedans, et je vous montre un petit schéma ici qui est intéressant, qui est en fait les cas des attentats terroristes aux États-Unis depuis 2002. Alors vous voyez qu'il s'arrête à 2015. Il s'arrête à 2015, c'est quand même pas négligeable, parce que comme on est sur une centaine de cas, depuis 2015, il y a quand même eu la tuerie d'Orlando, et puis il y a eu la tuerie de San Bernardino, qui rajouterait évidemment des éléments. Mais quand on regarde ce schéma-là, on s'aperçoit finalement qu'aux États-Unis, les extrémistes non djihadistes violents ont tué bien plus que les extrémistes djihadistes. Alors on n'est pas en train de faire une catégorie sympathique pour dire il y a des gentils et des méchants, mais l'idée étant quand même de se rappeler à l'esprit que certaines formes d'extrémisme violent marquent davantage les esprits que d'autres. Et dépendamment de si elles ont une couverture médiatique plus importante, dépendamment de si la menace nous semble plus ou moins éloignée de nous-mêmes, plus ou moins compréhensible immédiatement, alors on a tendance à être beaucoup plus marqué par certains types et certains phénomènes d'extrémisme violent que par d'autres. Donc ça aussi, il me semble que c'est important de le conserver à l'esprit. Donc j'ai parlé un petit peu rapidement en guise d'introduction des États-Unis. Au Canada, quel est l'état des lieux quand on parle d'extrémisme ou d'extrémisme violent? Et là, je tiens à préciser que ma présentation porte surtout sur l'extrémisme violent, plus que sur l'extrémisme en soi. Alors l'extrémisme violent et le terrorisme au Canada, il peut être politique, il peut être nationaliste, il peut être religieux, antigouvernemental, voire environnemental. On n'en parle pas beaucoup parce que pour l'instant il n'y a pas évidemment d'action marquante en termes de violence reliée à la question environnementale, mais on pourrait imaginer que dans 30 ans, à un moment donné, des organisations qui décident que les gouvernements ne vont pas assez vite en matière de protection de l'environnement pourraient décider de passer à, je dirais, des interventions ou des opérations beaucoup plus musclées. Mais c'est pas ça le point du jour, évidemment. On discute beaucoup plus au Québec et au Canada de l'extrémisme politique, de l'extrémisme nationaliste et éventuellement religieux. Vous voyez quelques photos ici en bas. En bas à droite, on a les Free Men on the Land, donc les citoyens souverains, qui aux États-Unis font pas mal parler d'eux parce qu'ils refusent finalement l'autorité du gouvernement américain. On en a un peu ici au Québec, en Estrie, qui sont régulièrement interpellés et puis surveillés par les corps policiers, les services de renseignement. Il y a évidemment l'extrême droite. Elle peut être néo-nazie, elle peut être nationaliste identitaire, on en reparlera tout à l'heure. Et puis là, on voit Shaib Esseguer, donc un des jeunes qui avait étudié au Québec et qui effectivement a été arrêté pour tentative de complot. Alors, vous me direz, est-ce que c'est un discours théorique? Non, ce n'est pas un discours théorique. L'extrémisme violent a un impact dans le quotidien de certaines personnes. Alors évidemment, quand on compare les statistiques en matière de sécurité publique, l'extrémisme violent peut paraître statistiquement infiniment moins important que d'autres formes de criminalité, comme par exemple le crime organisé, la prostitution, les gangs de rue, etc. Il n'en reste pas moins que là, j'ai pris quelques images. Donc vous voyez en haut à droite, c'est un jeune Québécois homosexuel qui avait fait l'objet d'exactions dans le festival, je pense, de Saint-Tite, pour sa condition d'homosexuel, parce qu'il était homosexuel. Donc là, on parle clairement d'extrémisme violent, on cible une communauté en particulier. L'autre photo est prise à Sherbrooke, il y avait eu une exposition photo, et puis vous voyez terroriste égale musulman. Donc ça avait été évidemment un élément. Il y avait eu une enquête qui avait été, d'ailleurs l'auteur de cette
cette chose-là avait été rapidement identifiée. J'ai pas mis la photo évidemment des attentats à Québec, mais ils sont bien présents dans notre esprit. Et finalement, vous avez ici une voiture saccagée dans Outremont qui appartient effectivement à un représentant de la communauté juive avec une croix gammée. Donc vous avez ici des manifestations extrêmement concrètes de ce que peut faire, ce que peut produire dans une certaine mesure l'extrémisme violent. Une des conséquences pour moi les plus importantes étant, outre évidemment la sécurité publique de l'individu, l'érosion du tissu social, l'érosion de la cohésion sociale, parce que finalement à un moment donné on a l'impression que parce qu'on appartient à telle ou telle communauté il faut qu'on fasse plus attention, qu'on soit plus prudent, qu'on exprime moins fort nos opinions, peut-être moins fort notre religion, etc., etc. Et ça évidemment à terme ça pose des problèmes sociétaux, sociopolitiques qui sont importants. La question du djihadisme violent, je laisserai Samy en parler davantage sur la scène internationale. Ce que j'aimerais peut-être rapidement regarder avec vous, c'est parler de ce phénomène-là au Québec, qui est un phénomène somme toute assez récent à l'échelle de l'histoire de l'humanité. Vous voyez ici les statistiques des départs des jeunes pour les combats, notamment en Syrie, en Irak, dans une moindre mesure, et avant, il y avait évidemment la Somalie, l'Afghanistan. Ce qui est important de noter, c'est que la manifestation du djihadisme violent au Québec et au Canada est surtout extérieure. Elle est surtout tournée vers l'extérieur. On a eu quand même très très peu d'attaques, mais évidemment, vous connaissez les deux principales, c'est celle de Saint-Jean-sur-Richelieu et celle d'Ottawa, qui ont conduit à la mort d'individus. Mais de manière générale, le djihadisme violent, c'est surtout exporté du Québec et du Canada vers l'étranger. Ces statistiques-là montrent quoi? Il y a eu deux vagues principales. Une première vague de départ individuel avec des jeunes qui sont partis seuls, souvent rejoindre, comme je vous le disais tout à l'heure, des théâtres d'opération comme la Bosnie. Bon, là, c'est bien avant 2006, mais depuis peut-être la Somalie, l'Afghanistan, etc. Il y a eu une deuxième vague dont on a beaucoup parlé au Québec aux alentours de 2013-2014, notamment, vous savez, dans certains cégeps, où là, clairement, des jeunes ont décidé de rejoindre les théâtres d'opération, notamment en Syrie, avec la propagande de l'État islamique. Donc ça, c'était la deuxième vague. À l'heure actuelle, on est plutôt en train de gérer non pas les départs, même si évidemment c'est encore une problématique importante, mais les retours des jeunes qui ont pris part à des opérations dans des organisations terroristes. Donc voilà un petit peu la moyenne d'âge par année. On a assisté à une décrudescence, donc de plus en plus de jeunes gens qui partaient pour rejoindre des groupes comme l'État islamique. Et donc évidemment, c'est toujours extrêmement préoccupant, avec aussi un certain nombre de jeunes filles. Donc on pourra rediscuter plus tard des facteurs qui distinguent finalement l'engagement des jeunes hommes et des jeunes femmes. Peut-être que mes collègues en reparleront tout à l'heure. Et avec souvent un mythe qui est celui de l'éducation. On s'aperçoit qu'on a souvent des jeunes qui sont quand même scolarisés, éduqués, qui rejoignent ces organisations-là. Donc ça, c'est pour le portrait très statistique, un peu froid. On reviendra sur la question du djihadisme violent, peut-être dans la période de questions. C'est un phénomène parmi d'autres. Alors évidemment, je ne peux pas passer sous silence. Et du reste, ces slides-là étaient déjà présents bien avant les attentats de Québec. De l'extrême droite au Canada, qui existe depuis finalement longtemps. Alors là, vous voyez, je vous ai mis des exemples de groupes. Alors il faut toujours faire attention, et je vous ai le curseur de la question de la violence. On peut avoir un discours extrêmement sectaire, un discours à la marge, à la marge du discours haineux, et pas nécessairement tomber dans la violence physique. Et donc là, je vous donne des exemples de groupes qui existent au Québec et au Canada. Vous connaissez peut-être les noms. La fameuse page Facebook de la Meute qui revendique 40 000 abonnés. Alors on s'aperçoit que, en fait, dans les faits, il y a beaucoup de gens qui ont 2, 3, 4 comptes, donc c'est peut-être probablement 3 fois moins important. La moitié, ça doit être les services de renseignement qui essayent de regarder ce qui se dit là-dessus. Donc il ne faut pas s'énerver avec ça et partir en peur, mais ça reste quand même une espèce de manifestation importante. Vous avez d'autres groupes, là, vous avez le groupe Atalante, qui, lui, est beaucoup plus marqué à l'extrême droite
néo-nazis dans ses rangs, etc. On les a vus faire des prières sur les plaines d'Abraham et puis commettre un certain nombre d'exactions à l'endroit des gens des communautés culturelles notamment. Vous avez d'autres groupes aujourd'hui, et puis je ne veux pas rentrer dans le détail, mais Soldiers of Odin, vous avez Alliance Storm Alliance, pardon, etc. Donc un certain nombre de groupes. Alors jusqu'à présent, et je me rappelle d'avoir été sur une tribune à TVA, assis confortablement entre à ma gauche Richard Martineau et à ma droite Adil Sharkawi, deux personnes avec qui j'aimerais passer les fêtes de Noël. J'avais manifesté à l'époque que les chiffres de la Sûreté du Québec montraient qu'un certain nombre de dossiers au Québec étaient ouverts sur la question beaucoup plus de l'extrémisme de droite que de la question du djihadisme violent. Alors évidemment, j'avais grossi un peu le trait, et puis là, j'avais reçu pas vraiment des félicitations d'un certain nombre de gens sur les médias sociaux en me disant mais c'est n'importe quoi, Morin, vous renvoyez deux ados, deux idéologies qui n'ont rien à voir, l'une était bien plus dangereuse que l'autre, vous comprenez ici le djihadisme violent, et donc voilà, je disais moi je suis pas convaincu, et puis j'étais pas le seul, beaucoup d'autres experts disaient non, il faut bien regarder, il faut anticiper où est-ce qu'on sera dans 10 ans, dans 15 ans. J'oserais pas dire que c'était une bonne nouvelle, mais malheureusement, effectivement, les attentats de Québec nous ont donné raison à l'effet que l'extrême droite pouvait être très dommageable et puis être extrêmement violente ici aussi au Québec et au Canada. Donc je pense que si certains avaient encore des doutes, malheureusement les attentats de la mosquée de Sainte-Foy ont servi de wake-up call à pas mal de gens. Donc voilà un petit peu, si vous voulez, pour la question des deux types, si vous voulez, d'extrémisme violent que je voulais soulever avec vous aujourd'hui, là, mettre l'emphase un peu sur les deux dont on parle le plus, étant entendu, et c'est intéressant, que souvent les deux s'abreuvent parfois aux mêmes sources d'inspiration idéologique, et je pense que ce soir, mon collègue Bronner pourra en parler probablement. Les théories du complot sont largement utilisées à la fois par l'extrémisme de gauche, par le djihadisme violent et par l'extrême droite violente. Parfois, effectivement, on se cherche des boucs émissaires un peu différents, mais si vous allez, peut-être que certains d'entre vous regardent ça, si vous allez sur les réseaux sociaux, etc., vous verrez que souvent on s'abreuve un peu à la même source quand on essaye de justifier ce type d'action violente. J'ai combien de temps encore ? Combien tu veux ? Non, mais c'est juste me dire où j'en suis. Je vais essayer de 5 minutes. 5, c'est bon. Alors, les facteurs et les vecteurs de la radicalisation. Et puis ça, c'est toujours la question de se dire pourquoi finalement des gens en arrivent à se radicaliser. Donc, je laisserai surtout le sociologue parler de ça. Et puis Samy va en parler aussi beaucoup plus au Proche-Orient. Donc, l'idée n'est pas de rentrer dans le détail de ça, mais peut-être de rappeler quand même un élément important, c'est que souvent on impute à la jeunesse le fait d'être beaucoup plus malléable et donc d'être beaucoup plus susceptible de se radicaliser. C'est à moitié vrai. Alors c'est vrai que les statistiques, par exemple, dans le cas du djihadisme violent, montrent une surreprésentation des jeunes dans la population. Mais si vous regardez actuellement ce qui se passe en Europe, avec la montée de l'extrême droite à peu près dans les bons 2/3 des pays européens, l'Espagne semble encore échapper un peu à cette règle-là. Ce serait une bonne idée de se demander pourquoi. Mais à part ça, il y a quand même effectivement une montée des extrémismes. Et on s'aperçoit quand même que dans ces groupes-là, il n'y a pas que des jeunes. Il y a un certain nombre d'études aussi qui montrent que, paradoxalement, souvent on dit aux jeunes ils sont plus malléables, mais les jeunes ont aussi parfois un esprit d'ouverture plus important qu'un certain nombre de gens plus âgés. Donc je dirais que c'est bien d'aller voir les jeunes, etc., mais c'est absolument pas les seuls qu'il faut aller voir, d'une part, et d'autre part que les jeunes sont aussi des agents de changement extrêmement importants dans les sociétés. Et donc que vous, je vais me considérer comme jeune, moi, je regarde mes collègues, Vous, moi, on peut être porteur aussi d'autres messages. Et donc, on fait beaucoup plus partie de la solution que du problème. Quand on entend des discours haineux, etc., alors on n'a pas nécessairement systématiquement envie de les entendre, on n'a pas systématiquement envie de confronter nos collègues qui les tiennent, surtout quand ils n'ont pas envie de discuter, mais simplement envie d'imposer. Mais ça reste qu'il ne faut pas percevoir ces discussions-là, etc., systématiquement comme quelque chose de accusateur, où on est ciblé parce qu'on est plus vulnérable, mais aussi et surtout parfois parce qu'on estime que collectivement, les agents de changement pour les 30 prochaines années, ce sera pas mal vous. Donc dans ces facteurs-là, ça c'est le fameux processus de radicalisation menant à la violence tel que décrit par le Centre de prévention de la radicalisation. Je
les agace tout le temps avec ça. Je dis, ben, quand on voit ce schéma-là, effectivement, on comprend que c'est pas du tout clair et qu'il y a une multiplicité de facteurs. Donc, ils en rient eux-mêmes. Je pense qu'ils essaient de travailler sur un schéma simplifié qu'on a tous hâte de voir. Mais je voudrais revenir sur des éléments, quelques éléments, évidemment. Souvent, les psychologues vont travailler beaucoup sur le profil individuel de la personne. Donc, est-ce que la personne, par exemple, a eu des crises personnelles dans sa vie? Est-ce qu'il y a des problèmes de santé mentale qui, d'ailleurs, j'ouvre la parenthèse et je la referme assez rapidement, sont assez minoritaires dans les cas observés au Canada. Les problèmes de santé mentale, oui, il y en a. Évidemment, Couture-Rouleau, par exemple, était un de ceux qui étaient documentés, mais dans la plupart des cas qu'on regarde, ce n'est pas nécessairement le cas. Donc, on va regarder évidemment les éléments plus personnels. Ces facteurs-là, évidemment, peuvent être importants. La relation avec l'environnement familial, parfois les ruptures amoureuses, parfois les amis, etc. La stigmatisation qui participe d'un processus, évidemment, d'intériorisation d'une forme de violence qui nous est imposée de l'extérieur et donc qui conduit à nous stigmatiser, etc. et qui nourrit aussi une certaine frustration, parfois un sentiment d'injustice, de la colère, etc. Donc, l'élément psychologique personnel est évidemment important. La question de la religion, là, évidemment, je ne m'attarderai pas, mais c'est débattu. Et on a vu ici au Québec s'affronter plusieurs écoles de pensée, n'est-ce pas, sur la place du religieux. Et puis c'est exactement l'objet du colloque qui va se donner dans les 3 prochains jours à Longueuil ici. Quelle est la place du religieux dans les processus de radicalisation, dans la pensée extrême? Et les résultats, les réponses sont assez surprenantes. Donc évidemment, on ne peut pas évacuer totalement le religieux, mais dans beaucoup de cas, par exemple, quand on prend les fichiers de l'État islamique et qu'on regarde, vous savez, les fichiers ont été dérobés et remis par un policier de l'État islamique aux médias internationaux, on s'aperçoit finalement que le niveau de connaissance de la religion avant l'engagement dans le groupe radical violent était souvent faible. Donc évidemment, vous avez au sommet de la pyramide des gens qui sont les idéologues, qui eux connaissent bien la religion, mais plus vous descendez, plus vous arrivez au ras des pâquerettes, plus vous apercevez finalement que souvent la religion va être un élément presque contingent. On l'a notamment par exemple aussi des études fortes intéressante sur le Mali, où on s'aperçoit que ceux qui se sont embrigadés dans les groupes djihadistes au Mali et en Afrique de l'Ouest de manière générale, pour la plupart le font surtout pour assurer leur sécurité personnelle, parce que finalement l'État n'est pas souverain sur le territoire et que c'est le seul moyen pour eux de se protéger et de protéger leur famille, de protéger leurs revenus, etc., que de s'engager dans ce type de groupe armé, mais que la religion n'est absolument pas un facteur. Donc, de manière contre-intuitive, c'est important, je pense, de remettre la religion à la bonne place. Sans dire qu'elle ne compte pas, mais c'est regarder jusqu'à quel point elle compte. L'actualité politique est importante, et ça, par contre, on l'a noté, on le note. Alors évidemment, je suis politologue, vous me direz peut-être que je suis complètement biaisé dans l'analyse que je fais de la situation, mais l'actualité politique, ça peut être le conflit en Syrie, ça peut être des débats acrimonieux sur la scène politique française concernant la laïcité, ou au Québec concernant parfois les accommodements raisonnables, la place du religieux, certaines religions, etc. Donc une actualité politique qui, elle, nourrit souvent effectivement, parfois un sentiment d'injustice, un sentiment de colère, un sentiment d'urgence par rapport aux besoins de protéger nos communautés, etc. Et donc ces arguments-là politiques sont souvent sous-évalués, sous-étudiés, alors que quand on interroge les jeunes et les moins jeunes qui passent à l'extrémisme violent, on s'aperçoit que ça a de la place dans leur univers mental. Finalement, la question évidemment des médias, d'Internet, des réseaux sociaux, etc. Là, le débat chez les académiques consiste à dire finalement, est-ce que les médias sociaux, est-ce que Internet est finalement un déclencheur ou est-ce qu'il est un accélérateur? Aujourd'hui, on se trouve dans une bibliothèque. Quand vous rentrez dans une bibliothèque, vous avez une idée du livre que vous cherchez. Vous allez donc aller dans le rayon, a priori, où vous pensez trouver ce que vous cherchez. C'est un petit peu la même chose, souvent, qu'un certain nombre de chercheurs disent à propos d'Internet. C'est que oui, Internet va donner un accès assez privilégié, assez rapide, assez facile à des vidéos d'extrémisme de tous bords, mais que finalement, c'est quand même rare qu'on soit exposé malgré nous quand on va sur Internet, qu'on fait une recherche sur Google générique, à des vidéos de propagande d'où qu'elles viennent.
Donc quand on est exposé à ça, c'est que quand même on est allé les chercher. Alors le problème par contre une fois, c'est que comme quand on est à la pêche, là une fois qu'on a mordu à l'hameçon un peu, bah là on se retrouve enfermé dans une espèce de tribu numérique où à cause de notre logarithme, à cause du chat, etc., on nous bombarde toujours du même message. Et là on a une espèce de tribu qui nous enferme un peu dans un discours circulaire et qui nous permet plus d'aller confronter ce discours-là à ceux des autres. Et c'est là où effectivement, dans l'obscurité de la chambre, des fois, la question d'Internet devient problématique. Mais quand on regarde les cas ici au Canada, on s'aperçoit aussi beaucoup que le facteur humain demeure important. C'est-à-dire que souvent, c'est le contact humain avec un agent de radicalisation ou un ami qui était un peu plus radical, etc., qui nous a suggéré d'aller voir ça. Et puis après, effectivement, le piège se referme un peu. Donc cette question, évidemment, du rôle d'Internet est extrêmement importante. Le rôle des médias, j'insisterai pas là-dessus parce que vous allez en reparler ce soir avec les théories du complot, mais les médias, évidemment, il faut se rappeler, font partie quand même intégrante de la démocratie et sont un pilier de nos démocraties. On a besoin des médias et on le voit encore à l'heure actuelle. Au Québec, les médias ont contribué à sortir des affaires qui probablement, s'ils n'avaient pas fait leur job, ne seraient jamais sorties. Donc ça fait partie du système démocratique. Donc il ne faut pas leur donner une responsabilité à 100%. Maintenant, on s'aperçoit quand même dans la couverture de la question terroriste que souvent les médias donnent finalement une caisse de résonance et font de la propagande à des organisations dont le potentiel opérationnel nuisible est somme toute relativement limité, notamment par exemple au Canada. Donc il y a toujours et parfois un décalage finalement entre les capacités opérationnelles de tel ou tel groupe chez nous et puis la couverture dont ils bénéficient. Et ça évidemment souvent c'est ce qu'on fait un peu comme reproche aux médias. Et j'étais un de ceux, les premiers là en couvrant les attentats de Charlie Hebdo, à dire écoutez la photo en boucle d'un des frères Kouachi qui abat un policier dans Paris, arrêtez de montrer ça là, c'est complètement anxiogène. Et quand on voit ça 90 fois en l'espace d'une heure et demie, à un moment donné, il faut arrêter. On peut informer sans nécessairement tout montrer. Et donc, mais je pense que les médias sont en train de faire, dans une certaine mesure, leur autocritique. Donc moi, je pense que je vais m'arrêter là. J'avais une deuxième partie de la présentation, peut-être sur les stratégies d'action et de prévention face au risque. Une fois qu'on a dépeint ce portrait-là, ces phénomènes-là d'extrémisme violent, qu'est-ce qu'on fait ? Peut-être qu'on pourrait se réserver la réflexion là-dessus pour la période de questions. Voilà, je vous remercie beaucoup. Merci David. Avant qu'on passe, je ne veux pas partir un débat, mais avant qu'on passe à Gérald Bronner, je vais me réserver une toute petite droit de réponse parce que quand même, il a évoqué que la religion, David a évoqué que la religion n'avait pas de rapport, et puis si vous n'avez pas vu, il s'est retourné et m'a regardé droit dans les yeux. Alors je me suis senti un peu visé. Je voulais juste souligner que je n'ai jamais dit que la religion était un facteur dans la radicalisation. J'ai dit que l'intégrisme religieux est un facteur et enfin un nouveau type d'intégrisme religieux très particulier que je qualifie souvent de religion pour les nuls, ou qui est un facteur de conversion très rapide. Et ça concorde avec la recherche. Donc, et aussi, je pense, toute la philosophie du Séphir, en fait, ce qu'on dit, nous, en fait, c'est qu'il y a une partie de la radicalisation, en fait, très souvent, qu'on va retrouver, qui n'est pas nécessairement religieuse, mais où le sacré joue un rôle important. Alors, le sacré, ça peut être sur un plan religieux, ça peut être sur un plan politique, d'une cause, d'une nation. Et ça, c'est tiré, la théorie d'un sociologue américain, Scott Appleby, sur sa théorie de l'ambivalence du sacré, un livre qui a été écrit au début des années 2000. Voilà, pour la petite correction. Déjà, le débat commence. Alors maintenant, notre deuxième intervenant, Gérald Bronner, tu veux peut-être juste rapprocher un peu le micro. Alors, voyons voir ce que Gérald aura à dire. Merci Martin. Merci beaucoup de ton invitation. Si je suis ici, c'est en très grande partie grâce à toi. Merci au Séphir. Donc, de me donner l'opportunité d'évoquer très rapidement, 20 minutes, c'est très court, mais il y aura aussi des questions. Une question qui est extrêmement complexe. Les rapports entre la pensée extrême et le terrorisme, comme il a été bien dit par mon collègue David Morin auparavant, sont des rapports qui ne sont pas des rapports de dépendance directe. En d'autres termes, il est extrêmement difficile de prédire, par exemple, le passage à l'acte violent en fonction d'un certain nombre de critères d'identification de la radicalisation. Vous aurez beau faire tous les tests psychométriques que vous voudrez, des entretiens approfondis, etc. La probabilité de chance que vous puissiez prédire, même avec une bonne certitude, le passage à l'acte violent
elle est très faible, ou en tout cas je ne connais pas des travaux qui aboutissent à ce genre de conclusion, et c'est bien dommage. C'est bien dommage car évidemment le rapport entre la pensée extrême et l'acte violent peut nourrir toute forme de dispositions, et on le voit notamment en France, mais un peu partout dans le monde, toutes sortes de dispositions qui peuvent tendre à être liberticides. C'est-à-dire, dans le fond, avoir une option maximaliste, c'est-à-dire toute personne qui tient des propos radicaux, notamment apologie de terrorisme, ou etc., ou simplement qui fréquente un certain nombre de sites Internet, parce qu'en France, on en est à peu près à ce niveau-là. Hein. Si vous fréquentez un certain nombre de sites Internet, sauf si vous êtes chercheur, mais il faut le signaler auparavant, vous pouvez être suspecté, vous pouvez être mis en examen. Je comprends parfaitement, et je vais rester dans une position de neutralité axiologique. Il ne s'agit pas pour moi de condamner ces dispositions de politique publique, mais il n'y a pas besoin non plus d'être sociologue pour comprendre que c'est une pente glissante vers la promulgation de lois liberticides. Et ça, c'est quelque chose dont tout le monde se préoccupe, bien entendu, quels que soient nos points de vue. Donc c'est pour vous dire en introduction que le rapport entre la pensée extrême et le terrorisme, ou disons le passage à l'acte violent inspiré de cette pensée extrême, est une question qui est éminemment démocratique, qui est fondamentale pour préserver nos libertés publiques, mais aussi, bien entendu, pour faire un travail de prévention, voire de punition tout à fait légitime à l'endroit d'individus qui commettent tout simplement des crimes. Il ne faut pas l'oublier. Hein. Donc je n'atténue pas du tout la charge d'indignation, sans doute morale, que l'on peut avoir face à ces activités. Simplement, donc, j'indique l'extrême complexité que nous avons, nous, en tant que chercheurs, d'éclairer de façon rationnelle ces sujets. Extrême complexité parce que, précisément, nous sommes face à, depuis récemment, comme les faits terroristes, notamment en Europe, ont de nouveau eu une grande actualité, évidemment, nous avons une forme de déluge de données, hein, ce qui nous aide beaucoup à avancer dans notre réflexion, mais en même temps qui peut laisser perplexe. Cela fait, si on prend, disons, on va dire un grand angle pour traiter de ces questions de terrorisme, et qu'on ne focalise pas son attention tout entière, et c'est le cas notamment du Sephir, si je ne m'abuse pas, seulement sur le terrorisme, on va dire, djihadiste. Le terrorisme djihadiste est une juste préoccupation, mais il n'est pas le seul. Dans l'histoire des actions terroristes, évidemment, probablement les anarchistes ont été au XIXe siècle, au début du XXe siècle, parmi les groupes les plus constitués qui ont produit ce qu'on appelait la propagande par l'acte. Hein. Et puis, bien entendu, l'extrême gauche, l'extrême droite. Il a été dit tout à l'heure, les environnementalistes éventuellement, mais si, les environnementalistes ont déjà produit des actes terroristes, notamment aux États-Unis. Il faut se souvenir qu'avant les attentats du 11 septembre, hein, je le disais à Martin hier, avant les attentats du 11 septembre, le FBI considérait un groupe animaliste comme étant le groupe le plus dangereux, et pour cause, ils avaient déjà fomenté des attaques par bombe, et puis tabassé très, très violemment certaines personnes à coups de batte de baseball et de barres de fer, etc. etc. Bon. Donc évidemment, il n'y a rien d'étonnant là-dedans. En réalité, tout rapport inconditionnel à une idée peut donner à un moment donné l'idée à celui qui l'endosse que la fin justifie les moyens. La fin justifie les moyens, c'est la martingale qui, évidemment, aboutit à la violence. Alors, on va revenir sur ce point. Je disais déjà, toutes ces données nous laissent assez dubitatifs, car le profil de celui qui passe à l'acte violent ne correspond pas souvent aux stéréotypes que nous en avons, aux idées intuitives que nous en avons. Il était un peu dit par le collègue David Morin tout à l'heure, mais par exemple, que l'on s'intéresse aux données statistiques. Là, je ne vous parle pas de 10 entretiens, hein, je vous parle de milliers de données qu'on peut avoir, que ce soit sur l'extrême droite ou sur l'extrême gauche. Je pense notamment aux remarquables travaux de mon collègue Alessandro Orsini à Rome, qui a travaillé sur les brigades rouges, par exemple, sur lavage de fichiers de police très abondant, de plusieurs milliers de fichiers de police, ou que ce soit même sur les réseaux djihadistes. On pense notamment aux travaux de Sageman sur Al-Qaïda. Eh bien, le profil qui surgit de celui ou celle qui passe à l'acte, celle d'ailleurs c'est intéressant, on pourra parler aussi de la question du genre, de la question du sexe, parce que ça a souvent été des hommes dans l'esprit, même dans notre imaginaire, à tel point que les services de renseignement ne s'intéressaient pas du tout aux femmes. Ce qui a d'ailleurs causé quelques déboires, et ce qui fait qu'elles sont sous-estimées évidemment dans ces statistiques, de fait, puisqu'on ne les classait pas a priori sous le régime des fiches S par exemple en France. Donc le profil qui émerge, disais-je, c'est plutôt le profil d'un individu dont l'action ne peut pas s'expliquer par la misère ou le manque d'éducation. Je prends ces deux critères parce que ces deux critères sont sempiternellement avancés dans l'espace public, y compris quelquefois par des sociologues, pour expliquer le passage à l'acte violent.
Seulement, le réel est un os, comme disait Hegel. Le réel est un os et ça ne correspond pas aux statistiques que nous pouvons avoir, y compris pour le djihadisme. C'est-à-dire que les individus ont plutôt un niveau d'études dans la moyenne nationale, voire supérieur à la moyenne nationale, et ça c'est vrai, encore une fois, quelles que soient les formes de terrorisme. Alors c'est très surprenant, et de la même façon, ils ne viennent pas tellement de milieux défavorisés économiquement. Bon. Alors vous allez me dire, oui, mais alors là, et ISIS, c'est Daesh. Est-ce que ça change? Effectivement, on discutait de ces questions-là et on me disait ça a sans doute changé pour l'armée islamique parce que le recrutement se fait de façon beaucoup plus rhizomique, notamment sur Internet. Et donc, on va avoir probablement, comment dirais-je, une prolétarisation du recrutement. Alors moi, je ne sais pas, mais là aussi, je me fonde tout simplement sur des données statistiques. Qu'est-ce que l'on sait du profil des individus qui sont allés en Syrie ou en Irak? On a un peu moins de données pour la Libye. Ce que l'on sait, d'après les données que vous avez mentionnées tout à l'heure, ce sont des données qui ont fuité, vous savez, c'est un repenti entre guillemets, et on a beaucoup étudié ces données en se demandant si elles étaient fiables ou pas fiables. Alors moi je ne suis pas compétent pour le dire, mais apparemment les gens compétents disent qu'elles sont fiables. Et donc à peu près 4000 fiches, qui est considérable, c'est un trésor de guerre. Seulement contrairement à ce qu'on fait nous en France, on a un trésor de guerre dont je vais reparler, mais les chercheurs n'y ont pas accès, ce qui est un scandale. Les données de l'UCLAT, là ces données on les a, avec en plus des calculs de régression multivariée, enfin tout ça est plutôt bien traité, et le profil qui émerge, c'est encore une fois des individus qui sont dans la moyenne nationale, voire supérieur à la moyenne nationale en termes d'éducation. Et là c'est intéressant, il y a d'autres données qui sont intéressantes, c'est qu'en revanche, ils ont un taux de chômage plus important. Et là, ce n'est pas donc une question pas forcément une question de stigmatisation, etc., mais c'est une question qui est très importante en sciences sociales. Je pense notamment aux travaux de Tedger, c'est la notion de frustration relative. C'est-à-dire l'écart entre ce à quoi vous croyez que vous avez droit et ce que la vie vous a donné. Et il semblerait qu'un facteur, en effet, de passage à l'acte violent, ou en tout cas de radicalisation, ça soit cet écart. Donc évidemment, si vous relisez Durkheim et le suicide, par exemple, vous verrez qu'il y a plusieurs éléments qui définissent. Il n'y a pas seulement le niveau objectif, c'est aussi l'idée que vous faites d'eux. Si vous êtes dans une société qui dérégule complètement le désir, où tout le monde vous dit « vous devez être le roi », il est évident que ça va être une société avec un taux de frustration maximum. Et malheureusement, comme le disait Alexis de Tocqueville, les démocraties, je suis un démocrate tout à fait convaincu, rassurez-vous, mais les démocraties sont évidemment les systèmes qui produisent le plus de frustration. Ou alors, les moments sociaux où il y a des révolutions, par exemple, où il y a des aspirations particulières. Et là aussi, on voit un terreau possible pour la frustration. Donc, tous les frustrés ne deviennent pas des radicaux, bien entendu, mais c'est un facteur causal qui semble être identifié et intéressant. Alors voilà, c'est compliqué, mais d'un autre côté, tout ce que je viens de vous dire là, vous voyez, je parle avec beaucoup d'humilité, parce que tout ce que je viens de vous dire là, ça ne colle pas avec les données de l'UCLAT en France. On a 15 000 fiches de signalement, vous savez, par le site Stop Djihadisme, le numéro vert, etc. On a 15 000 individus qui sont signalés. Là-dedans, il y a tout et n'importe quoi. Il y a des individus qui sont authentiquement radicalisés, puis il y a les voisins qui téléphonent pour emmerder l'autre voisin en disant « oui, il s'est laissé pousser la barbe, il fait plus de sport avec les filles, c'est bizarre, etc. » Bon. Et là, automatiquement, il y a un signalement. Il va rien lui arriver à cette personne, rassurez-vous. Mais il y a quand même un signalement, et donc ça augmente les statistiques. Et nous, les chercheurs, on n'a pas le droit d'y aller voir. Bon. Mais les journalistes en savent plus que nous. Alors on sait quand même un certain nombre de choses, et par conséquent, ce qu'on sait, c'est que par exemple, il y a une surreprésentation dans ces chiffres des convertis. Et ça c'est intéressant aussi parce qu'il y a aussi une surreprésentation des convertis dans ceux qui partent en Irak, Syrie. D'accord ? Et en revanche là, il y a une surreprésentation des non-diplômés. Vous voyez, ça va à l'inverse de ce que je vous ai dit. Mais après tout, sont-ce bien les mêmes ? Ceux qui sont signalés pour radicalisation parce qu'ils consultent des sites, etc., et ceux qui partent en Irak et Syrie, est-ce que c'est bien les mêmes personnes? Est-ce qu'ils ont bien le même profil socio-psychologique? Et ceux qui passent à l'acte violent? Parce que ce n'est pas parce que vous allez en Syrie quand vous venez en France que vous allez faire un attentat, heureusement. Sinon, on serait sacrément dans le pétrin. Est-ce que ce sont bien les mêmes personnes? Mais voyez, psychologiquement, sur ces questions, on doit toujours s'interroger en tant que chercheur. Et moi, en tant que chercheur, évidemment, je tire un certain nombre de stéréotypes dont je dois me défaire. Parce que intuitivement, j'aurais dit, c'est probablement le même profil. Mais peut-être pas du tout, en réalité. Ils n'ont en tout cas, statistiquement, apparemment, pas le même profil. Et effectivement, dans les dernières années, on voit une représentation massive des femmes qu'on ne voyait pas auparavant, avec quand même un âge, ce qu'on appelle l'âge modal en statistique, qui est quand même plutôt jeune, aux alentours de 15-24 ans.
Et dans le passage à l'acte aussi, ce qui ne veut pas dire qu'il n'y a pas des radicaux plus âgés. Hein, mais le passage à l'acte est quand même souvent conditionné, même s'il y a plein d'exceptions à cette règle, souvent conditionné par une fourchette d'âge qui, pour plein de raisons d'ailleurs, hein, parce que la place que vous occupez dans l'organisation n'est pas la même selon que vous ayez beaucoup d'expérience. C'est peut-être pas forcément intéressant pour un groupe terroriste d'envoyer quelqu'un qui a 20 ans d'expérience, qui sait fabriquer ceci et cela, d'aller se faire sauter avec une ceinture, etc. Il y a toute une question aussi de traitement logistique. Alors, c'est très difficile d'identifier, n'est-ce pas, toutes ces questions, parce que je le dirais sans provocation, et je vais m'en expliquer, nous sommes tous des radicaux. Vous l'aviez un peu dit tout à l'heure, nous sommes tous des radicaux. S'il s'agit d'identifier la radicalité comme un individu qui adhère radicalement à une idée, ben, j'espère bien qu'on est tous radicaux. Par exemple, j'espère bien que nous adhérons tous ici, inconditionnellement, à la condamnation de l'esclavage, par exemple, de l'idée d'esclavage. Ça veut dire quoi ? Adhérer inconditionnellement à une idée, ça veut dire que, quelles que soient les circonstances, quelles que soient les conditions, je n'accepterai pas de revenir sur cette valeur. Vous savez que l'esclavage, c'est une théorie, enfin, c'est une question intéressante, parce qu'il y a toute une série de philosophes, notamment chez les Grecs, qui trouvaient que ce n'était pas bien l'esclavage, mais qui pensaient qu'on ne pouvait pas se défaire de l'esclavage, n'est-ce pas, pour maintenir la civilisation. Parce que c'était une main-d'œuvre qui valait rien. Donc, imaginez un homme politique aujourd'hui qui dirait, en France, par exemple, on peut se sortir de la crise, mais il suffit simplement de rétablir l'esclavage. Bon, vous voyez, c'est un discours qui, à juste titre, serait totalement inaudible. Personne, enfin, je veux dire, ce serait totalement scandaleux, évidemment, et personne n'oserait aller dans ce sens-là. Le problème, c'est que notre radicalité à nous, elle est invisible en réalité. Nous adhérons, ce qui fait de nous des femmes et des hommes normaux, peut-être pas tous dans la salle, mais globalement, des femmes ordinaires, c'est qu'on adhère inconditionnellement à des idées ou radicalement à des idées non radicales. C'est-à-dire qu'ils ont une charge universaliste, en fait. Comme la condamnation de l'esclavage s'adosse à l'idée que les hommes, les femmes sont égaux, en principe. Et cette proposition intellectuelle-là, elle a une charge universelle plus importante que d'autres propositions. Là où ça devient problématique, c'est quand des individus adhèrent radicalement à des idées radicales en elles-mêmes, qui n'ont pas de charge universaliste. Ce qui ne veut pas dire qu'elles n'ont pas rencontré un grand succès sur le marché des idées. Quel genre d'idée, par exemple, est radicale ? Je ne sais pas, l'idée que la Terre est plate. C'est une idée faiblement exportable, a priori. Et pourtant, qui rencontre de nouveau un certain succès, notamment grâce à Internet, ce qu'on appelle les platistes. Et le croirez-vous ou non, une thèse défendant la Terre plate a été tenue en physique, en sciences, pardon, dans une université de Tunisie, il y a quelques jours. Donc, et alors évidemment, derrière l'idée de cette thèse, il y a un soubassement religieux. C'est pour ça que la religion n'est pas du tout anodine, à mon avis. Non pas en ce que les individus qui se radicalisent connaissent l'intégralité du Coran et sont capables de disserter sur toutes les sourates, etc. Mais il ne faut surtout pas non plus sous-estimer la puissance argumentative religieuse de ces groupes radicaux. Je veux dire, si vous avez ouvert Dabiq, par exemple, la revue de Daesh, si vous la parcourez, etc., vous verrez la subtilité argumentative théologique. C'est pas que je suis admiratif, mais je dis, il ne faut absolument pas sous-estimer la puissance de conviction et même d'entraînement. Même si les gens ne comprennent pas forcément l'intégralité de cette argumentation, il y a toute une série de jeunes gens qui disent « ouais, mais ils sont vraiment forts ». Et fait est dit, d'ailleurs, si ces gens-là débattent avec d'autres types de théologiens, ils ne vont peut-être pas perdre la face. Et ça, c'est très important pour la diffusion des croyances, simplement, c'est ce qu'on appelle un argument d'autorité. Donc vous voyez, ça peut jouer à plein de niveaux en réalité, même si vous ne détectez pas une très grande compétence de la part de ces jeunes gens en matière de religion, ça ne veut pas dire que le soubassement intellectuel n'est quand même pas là, n'est-ce pas, et que la narration globale n'est quand même pas une narration type religieuse. Bon. Alors, ce qui caractérise, pour ce que j'ai pu voir, alors il n'a pas été dit, mais j'interviens aussi, j'ai écrit La pensée extrême, donc un livre qui porte sur cette question, mais j'interviens aussi dans les centres en France dits de déradicalisation. Enfin, j'aime pas du tout ce terme, pour des raisons, on pourra en parler si vous voulez, pourquoi j'aime pas ce terme, mais peu importe. D'ailleurs, on l'utilise plus en réalité, le centre ne s'appelle pas comme ça. Et donc, je fais des entretiens avec ces jeunes gens, et effectivement, ils n'ont pas forcément une culture religieuse très forte, quoique, ça dépend de certains d'entre eux. En revanche, ce qui est tout à fait frappant, c'est l'extrême cohérence de leur système mental et de leur système moral. Et finalement, si on y réfléchit bien, c'est aussi assez contre-intuitif, mais ce qui fait de nous des gens un peu ordinaires, et c'est ce qui fait d'ailleurs que ces gens-là, qui sont dans une forme de radicalité, nous méprisent, souvent et nous détestent ou nous méprisent, c'est notre incohérence morale. C'est-à-dire qu'on accepte en même temps
des tas de valeurs qui ne sont pas tout à fait compatibles si on les porte jusqu'à bout. Prenez par exemple la liberté et l'égalité. Nous sommes tous pour la liberté, nous sommes tous pour l'égalité. Mais si vous adhérez inconditionnellement à l'idée d'égalité, c'est incompatible avec l'idée de liberté. De la même façon, l'adhésion inconditionnelle à l'idée de liberté est incompatible avec celle d'égalité. Tous les textes utopiques qui ont essayé d'aller jusqu'au bout de l'idée d'égalité montrent que c'est une négation de la liberté et réciproquement. Pour la liberté, il suffit de relire Thomas Hobbes, c'est le Léviathan, hein, tout simplement. Hein. Bon, alors ça, ce sont des considérations politiques de philosophie politique très générales, mais c'est ce qui fait que la plupart du temps, effectivement, nous ménageons la chèvre et le chou. Hein, je ne sais pas si c'est une expression qui veut dire quelque chose au Québec. Nous ménageons la chèvre et le chou. Par exemple, je pense que mentir, c'est mal, en général, mais ça dépend. Ça dépend, des fois, je peux mentir un peu. Il y a même des mensonges, franchement, moraux, d'une certaine façon. Hein. L'exemple de si la Gestapo vient, que j'ai des enfants dans la cave, etc. Voilà, c'est un mensonge moral. Alors, ce qui me paraît être, là je parle sous le contrôle de mes collègues, ils diront ce qu'ils en pensent dans leur expérience, mais ce qui me paraît tout à fait intéressant, c'est d'abord le rapport inconditionnel effectivement à ces valeurs, puis l'ordinalité de ces valeurs. C'est-à-dire que ces individus, ça c'est Scott Atran qui le rappelle, il ne faut surtout pas croire que ces individus n'ont plus de morale. C'est-à-dire des individus qui tout à coup, même au Bataclan, prennent une Kalachnikov et tuent plein d'individus qu'on considère nous comme innocents, mais qu'eux ne considèrent pas comme innocents. Hein, pour une rhétorique là aussi qu'on pourrait examiner. Mais il ne faut pas croire pour autant qu'ils ont perdu le sens moral. Ils agissent même au nom, ça c'est un peu dur de le dire, mais au nom extrême de l'idée qu'ils se font du bien. Et quand ils sont analysés, quand ils sont examinés par des psychiatres, etc., non seulement ils ne sont pas fous statistiquement du tout, il y a quelques fous bien entendu, mais ce n'est pas ce qui les caractérise statistiques. Et là, les psychiatres sont absolument d'accord là-dessus. Il y a 2 articles qui font l'état de l'art sur cette question. Non, ils ne sont pas fous. Et ils ont même, c'est ça le plus difficile à admettre pour nous, les gens ordinaires, ils ont même un vrai système moral. Un système moral mortifère, hein, on est bien d'accord. Il ne s'agit pas de faire du relativisme, mais ils ont quand même un système moral, ils sont attachés à un certain nombre de valeurs. Ils ne sont pas donc frappés parce que mon collègue et ami que j'ai publié au PUF, hein, donc j'en parle, je le critique un tout petit peu, mais j'ai publié plusieurs de ses livres, il appelle ça une éclipse des convictions morales. Mais je ne pense pas qu'il soit frappé par une éclipse des convictions morales. Je veux dire, prenons un autre exemple, Yigal Amir qui a assassiné Yitzhak Rabin, par exemple, et donc il a été analysé, lui, par des psychiatres, etc., un jeune étudiant brillant. Je suis persuadé que ce type-là, qui a commis un assassinat, sait que tuer, c'est mal. Il n'a pas tout à coup oublié que tuer, c'est mal. Ce n'est pas la question. C'est que tout à coup, il y a une ordinalité des valeurs, et qui fait qu'on va subsumer toutes ces valeurs au nom d'une valeur cardinale. Et donc toutes les valeurs sont subordonnées à celle-ci. Ce n'est pas que les valeurs ont disparu. C'est ça, la fin justifie les moyens. Et ça, je l'ai mesuré par un test psychométrique. Je vous renvoie à la pensée extrême. Je n'ai pas le temps d'exposer ici. Maintenant, je vais laisser la parole à mon collègue Sami Aoun. Si vous prenez un exemple, par exemple, comme Netchaïev, hein, un vieil exemple d'un activiste, pour Netchaïev, la valeur suprême, c'était la révolution. C'est une valeur en soi. Qu'est-ce que vous allez faire aujourd'hui? Est-ce que c'est la peine de parler? Si c'est pour la révolution, oui, sinon ça ne sert à rien. Par exemple, est-ce que c'est la peine de libérer des camarades qui sont en prison? Eh bien, il faut voir l'intérêt révolutionnaire qu'ils ont et les risques qu'on prend. C'est un calcul d'espérance mathématique. On subordonne tout, et même mes amis. Est-ce que j'ai des amis? L'amitié est subordonnée à l'intérêt révolutionnaire de l'individu. Est-ce que vous avez un intérêt révolutionnaire? Oui, je peux être votre ami, sinon non. Bon, ça paraît évidemment un peu loufoque là. Hein. C'est un peu ça. C'est-à-dire que, contrairement à ce qu'on croit, ces individus sont extrêmement, si vous me permettez le jeu de mots, extrêmement cohérents par rapport à nous. Et c'est pour ça d'ailleurs que la plupart du temps, ils ont beaucoup de mépris, je le disais, beaucoup de mépris moral pour notre relative inconsistance et notre relative incohérence. Donc là, j'ai jeté un peu pêle-mêle un certain nombre d'éléments. Il y a des solutions et des pistes de recherche qu'on évoquera peut-être dans les questions, comme il était proposé par David. Et puis maintenant, je passe la parole à mon collègue. Sami Aoun, c'est à vous. Merci beaucoup. C'est hautement apprécié. Tout d'abord, l'invitation de Martin Geoffroy et de l'équipe de Séphir, dont j'ai un grand honneur de travailler avec eux, nous au SODRUS, nous au OSR, et certainement le fait qu'on coopère ensemble, ça va diminuer
les angles morts dans ce phénomène que vous avez remarqué assez bien complexe, où les sciences sociales, les philosophies cogiter sur ce problème. Je crois nous sommes au début et non pas à la fin. Aussi, un grand honneur d'avoir le professeur Bronner avec nous, et je le remercie de venir au Québec pour nous aider aussi dans une réflexion plus approfondie, plus articulée, comme vous l'avez bien remarqué. Alors, aujourd'hui, nous sommes dans la journée de la liberté de presse. Alors, c'est le fait de faire une journée, ça montre un peu sur notre ordinalité des valeurs, où la liberté occupe certainement le statut le plus privilégié dans notre vision du monde et dans notre ordre social et surtout dans notre contrat social. Donc, quand on parle de liberté, le primat de la liberté de conscience et en plus de la liberté est plus important de la liberté de réflexion et de pensée. Et en ce sens, je vous invite, et j'aime bien remercier vos professeurs qui nous envoient généralement d'une belle brochette de Cégep Édouard Montpetit, et soit à Sherbrooke, soit ailleurs, mais nous sommes vraiment très satisfaits de votre performance et de la performance des générations qui vous ont précédé. Et je vous invite vraiment à penser toujours que c'est la seule capable de domestiquer la violence, c'est la pensée. Et la pensée critique, et la pensée surtout autocritique qui fait défaut dans d'autres cultures et qui est quand même assez intéressante. Ici, chez nous, dans notre culture, surtout dans notre culture démocratique libérale. Et quand il y a un vide de la pensée, c'est là où naît le mal. Et cela, il ne faut jamais l'oublier. Et en ce sens, je commencerai avec quelques exemples, parce que je suis sur le même arrimage, je suis à peu près de la même école de pensée. Je table un peu sur ces belles interventions qui ont été faites maintenant. 3-4 exemples pour illustrer ce que je veux dire. De un, qu'est-ce qui est arrivé dans les derniers jours? On voit en Égypte des attaques contre la police égyptienne, contre l'armée égyptienne. On voit que l'armée égyptienne et la police attaquent d'autres rebelles, d'autres factions. Mais on voit aussi, et ça c'est à bien mesurer, il y a une polarisation dans ces sociétés qui est nourricière de violence. Parce que, justement, l'espace est verrouillé là-bas, l'espace est rétréci au niveau de la liberté d'action, aux libertés partisanes, liberté d'action politique. Deuxième point, on voit une attaque contre deux églises d'une minorité copte. Alors, cette minorité qui est à peu près 10%, qui est une des anciennes églises, la première peut-être dans le monde chrétien, alors attaque contre l'église, attaque contre l'autre. L'autre différent, l'autre qui a d'autres échelles des valeurs, d'autres convictions, soit religieuses, soit cultuelles. Et on essaye de l'intimider, cet autre minoritaire. Après, on va aux Champs-Élysées. Et on voit une attaque contre un lieu d'entertainment, un lieu qui représente une morale hédoniste, une morale de consommation, une morale plutôt qui représente une forme de capitalisation de ce monde, une forme de société de consommation sur ces valeurs bien connues. Après, on entend quelque chose qui est intéressant, qui nous vient des États-Unis. Une agente traductrice de la FBI qui tombe en amour avec un terroriste ou un activiste de l'État islamique en Irak et qui laisse justement l'institution de la FBI pour aller se marier avec ce monsieur. Alors, pratiquement, où sommes-nous? Nous sommes, dans une situation où on est incapable vraiment, comme mes collègues l'ont très bien dit, de dire définitivement nous sommes devant quelle forme de violence, quelle forme de terrorisme et comment on peut la situer. Alors, pour répondre à cette question, je veux prendre un peu ce qui est dans mon domaine, l'espace moyen-oriental. Je ne l'épingle pas comme il est la seule source nourricière de violence, mais parce que c'est mon domaine d'expertise et parce que aussi il est nourricier et pourvoyeur de violence à un degré plus élevé que d'autres.
Cela ne signifie pas que c'était son cas toujours. Cela ne signifie pas qu'il a le monopole de la violence. Mais cela signifie qu'aujourd'hui, on ne peut pas fermer les yeux sur ce point. Alors, ne pas faire des amalgames, ça c'est un devoir de critique et de pensée rationnelle. Moi, à Sherbrooke, on a, comme David l'a bien montré, on a les Hells Angels, on les appelle, n'est-ce pas, les mafieux. Mais quand je dis qu'à Sherbrooke, il y a Hells Angels, je ne dis pas que tous les Sherbrookeois sont des Hells Angels. Alors, je dis qu'il y a une faction, un groupe qui est là, et cela ne me dérange pas de dire qu'ils sont Sherbrookeois, parce que je suis honteux un peu, mais quand même, cela n'est pas généralisable. Alors, qu'est-ce qui arrive dans ce monde nourricier, à mon sens, de violence? Vous trouvez tous les profils possibles de ce qui a été dit sur le radical et radicalisé, le terroriste et celui qui pose un acte de violence. Il se peut qu'il soit attiré par une noble cause. Alors, les combattants qui vont en Syrie parce qu'ils veulent combattre le despote ou l'autoritaire, celui qui a verrouillé l'espace politique, celui qui n'a pas permis à une libre expression de ses contestataires, de ses opposants dans la tradition politique de ce pays. Vous pouvez avoir des gens qui sont hautement éduqués, scolarisés, mais qui sont initiés un peu aux valeurs démocratiques. C'est pourquoi ils vont aller pour rendre justice, sont des justiciers. Et il y a d'autres qui sont en quête d'identité, en quête de sens, et qui sont soit dans les diasporas, soit dans le Moyen-Orient. Alors pourquoi on a ce sursaut de violence et de terrorisme ou de la violence politique, pour être plus clair et plus peut-être précis? 3 niveaux. Le premier, c'est celui que cet espace qu'on appelle l'espace culturel arabo-musulman, moyen-oriental, a manqué une opportunité historique de faire ce qu'on appelle sa propre renaissance. Quand on dit renaissance, c'est-à-dire que ces espaces à des degrés différents, des États à des degrés différents, ont manqué leur connexion avec ce qui est devenu universel ou universalisable, ce que vous appelez dans votre lexique la modernité politique, ou la modernité culturelle, ou l'idéal démocratique libéral. Alors, cet espace en général, sauf des petites exceptions, il n'a pas pu se connecter, ce que dans l'Occident en général a été dominant, a été adopté, ce sont les valeurs, soit du primat de l'individu, soit la montée de quelque chose qui est très important, la sécularisation, qui fait, en définition rapide, un recul du religieux sur son emprise et dans son emprise sur le social, sur le culturel. Le religieux en Occident a connu un rétrécissement, un recul, ce qui n'est pas le cas d'une façon visible dans les cultures que j'appelle moyen-orientales, arabo-musulmanes en général. Alors, donc, le premier manquement, on n'a pas pu se connecter à des valeurs universalisables qui sont de la modernité, égalité homme-femme, le droit à la différence, le droit à s'exprimer sans être pénalisé, ainsi de suite. Deuxième niveau, c'est ce que j'appelle le printemps arabe. Avant d'aller, dans la première Renaissance, on avait des grands esprits de l'islam, et qui est au 19e siècle, 20e siècle, des grands esprits de l'islam qui ont adopté le rationalisme, qui ont adopté le libéralisme, qui ont adopté beaucoup de valeurs qui ressemblent justement à ce que nous vivons ici dans l'espace occidental. Deuxième rendez-vous manqué, c'est le printemps arabe. Je sais aujourd'hui, quand on dit printemps arabe, les gens s'en moquent un peu, mais le printemps arabe, il y a 7 ans, c'était aussi une occasion manquée. Pourquoi? Parce que le printemps arabe, malgré ses limitations, avait un slogan important: liberté et dignité. Ce qui signifie que ces peuples, où il y a les combats aujourd'hui, en Libye, en Syrie, au Yémen, en Égypte et ailleurs, il y avait une ambition pour se connecter
à cette valeur importante qui est la valeur de la liberté, à une autre valeur importante dans la modernité, la centralité de la dignité humaine. L'échec du printemps arabe, peut-être limitatif, partiel, peut-être momentané, mais on ne sait pas, on voit de cet échec de cette ambition, les espaces dont j'ai cité rentrent, s'engouffrent dans des violences difficilement compréhensibles, mais quand même qui ont leur raison. Alors, ces foyers de violence qui peuvent prendre l'aspect violence sectaire, guerre de procuration, guerre des autres dans le pays, alors prennent aussi, pour se connecter à ce que mes collègues ont très bien manifesté et exprimé, s'expriment aussi par des discours religieux et confessionnels. À tort ou à raison, mais comme ça, ils s'expriment. Et on doit les juger en tant que tels. Alors, cet échec du printemps arabe dans la démocratisation et la démocratisation libérale va connaître un boomerang et un contre-produit, celui de l'attisation, de l'aggravation de ce que les musulmans appellent la grande discorde. La discorde, c'est-à-dire la fitna, c'est-à-dire le combat, soit entre sunnites et sunnites, soit entre chiites et chiites, soit entre les deux, à différents degrés. Alors voilà, nous sommes dans un foyer qui pourrait engendrer ou nourricier ou provoquer ou téléporter une violence à caractère sectaire ou religieuse. Et en ce sens, Daesh s'est nourri de ce milieu-là. Troisième niveau maintenant de mon intervention rapide, pourquoi il y a un problème? Voilà. Il y a une compétition à l'intérieur de cette terre d'islam, dans cet espace qu'on appelle la culture arabo-musulmane. Il y a un problème majeur au niveau religieux, et il est sur plusieurs paliers. Le premier palier, il y a le phénomène de la double instrumentalisation du religieux par le politique et le politique du religieux. C'est-à-dire, il n'y a pas des mécanismes, soit dans la religion de l'islam, soit dans les discours idéologiques et dans les activités et l'activisme politique, qu'on pourrait vraiment dire quelles sont les limites et les domaines de l'étatique, du politique et du religieux. Et on voit des doubles instrumentalisations ou plus entre le politique et l'étatique, et on ne sait plus où sont les frontières limitatives qui démarquent où est ce qui est culte, ce qui est culturel, ce qui est rituel, ce qui est sacré, ce qui est profane. Et il n'y a pas de consensus sur ce point depuis peut-être quelques 40, 50 ans après l'apparition de l'islam au 7e siècle. Alors voilà un premier point. Deuxième point qui est relié, c'est la double autonomie entre le religieux et le politique. Aussi, on a des amalgames. On ne sait pas où est le niveau de l'autonomie de l'institution religieuse. Quand est-ce que l'institution religieuse a le droit de penser le fait religieux indépendamment de la politique ou du leadership politique ou du groupe dominant en politique? Ce qui fait, on voit dans cette autonomie manquante que le religieux, parfois, il est servile au régime politique, parfois le politique est servile à l'institution religieuse, de la sorte que tu as des prescriptions, des fatwas, des interprétations religieuses à la demande du pouvoir dominant, de la faction dominante. Alors, en ce sens, il y a un problème dans l'interprétation du religieux dans ses relations avec la politique. Il perd son autonomie. Le pourquoi des choses? Parce que le texte sacré, et c'est le but de l'échange très fructueux entre mes collègues, c'est le point le plus essentiel, que le texte sacré, qu'il soit musulman, juif, chrétien, hindou, sikh, n'importe, le texte sacré est par nature, il est, j'emploie le terme le plus facile, ambigu. J'emploie le terme le plus pédant, polysémique.
C'est-à-dire que devant le texte sacré, toutes les interprétations sont probables. Pas nécessairement vraies ou fausses, comme mes collègues l'ont dit, mais elles sont probables. Quand Dabeck, comme ça a été dit par le professeur Bronner, a un argumentaire fondé sur les textes sacrés, c'est fortement probable. Pour ne pas dire, c'est fortement convaincant. Et si jamais on emploie l'autre argumentaire, disons, d'une institution majestueuse qui est Al-Azhar, chez les sunnites, qui est une forme d'université doctrinale, théologico-politique encore, alors si on voit l'argumentaire, il est sur les mêmes textes, sans entrer un peu dans le débat, mais pratiquement, nous sommes devant des argumentaires du même texte. Parfois, le même verset du texte sacré, qu'il soit le Coran particulièrement, pourrait être interprété dans les deux sens et de double sens. Alors voilà ce qu'on appelle la polysémie des textes. Et c'est en ce sens que le texte peut nourrir de la violence et peut nourrir pratiquement de la pacification ou de la non-violence. Vous avez dans l'interprétation, le sophisme est capable d'être intéressant, et d'autres qui peuvent être non-violents. On a des grandes personnalités en islam non-violentes, et on a d'autres qui sont violentes. La violence est encadrée et codée, mais codifiée même, mais elle pourrait être comme un champ libre pour l'instrumentalisation activiste politique, d'où ce que j'appelle le grand débat qui est aujourd'hui en terre d'islam. Qui a kidnappé ma religion? Alors voilà, c'est une question que vous entendez partout, que l'islam a été kidnappé, a été enlevé par des extrémistes, par des maximalistes, par des pensées extrêmes. Alors ça, c'est possible. Et l'autre question, qui représente le vrai sens de l'islam? Et qui représente le vrai sens qui pourrait être utile aujourd'hui dans ce siècle et pour se connecter, au début de mon intervention, se connecter à la modernité. Et en ce sens, les musulmans, en général, surtout là où il y a l'environnement pourvoyeur de violence, se demandent comment on peut se connecter à la modernité sans perdre notre foi et comment on peut garder cette modernité sans qu'elle soit une imposition sur nous par une autre culture qui est la culture occidentale. Et parce que cet espace moyen-oriental vit toujours une plaie ouverte, qu'il soit le colonialisme, qu'il soit les invasions, qu'il soit invasion étrangère, qu'il soit comme un lieu de passage entre les grandes civilisations, alors il est très difficile pour eux de bâtir une démocratie libérale dans un milieu volcanique qui est partout, la cause palestinienne qui n'est pas réglée, la question du régime politique n'est pas réglée, la question quelles sont les libertés citoyennes à accepter ou à refuser ne sont pas réglées. De la sorte, on a soit l'impression, soit la mesure que dans cette région, il y a une possible pourvoyeuse de violence qui déborde sur les autres sociétés et surtout, elle est en train de dévorer sa propre société. Merci pour vous. Merci, Samy. Je dirais même, pour compléter sur le sacré, c'est ça que la référence que je faisais à Scott Appleby, le sociologue américain Scott Appleby, c'est un bouquin en 2000, il parlait d'ambivalence du sacré. Il disait que le sacré est par définition ambivalent. Donc, il peut servir soit à la construction extrême ou à de la destruction extrême. Parce qu'on parlait d'extrémisme tout à l'heure. Les gens qui vont faire de la... Il parlait de ça dans son bouquin, Appleby. Les gens qui vont faire des bonnes actions à l'étranger, qui sont souvent d'ailleurs religieux, mais qui peuvent être non religieux aussi, qui vont faire du missionnariat. Alors, ce sont des radicaux. Ce sont même des gens qui sont extrémistes dans leur engagement. Mais et donc, ils exploitent cette ambivalence du sacré-là, mais c'est pour quelque chose qui finalement est positif, c'est aller aider les gens et tout ça. Mais ils sont dans le même
mentalité et se servent de cette ambivalence du sacré. Ils voient leur mission. Quand ils disent qu'ils s'en vont en mission, c'est une mission sacrée. Ils ne vont pas pour tuer des gens, ils vont pour sauver des gens, mais ils sont dans la même logique de cette exploitation de l'ambivalence du sacré pour aller faire des missions dans des pays étrangers. Scott Appleby parlait de ça dans son bouquin. Alors maintenant, on va passer à une période de questions qui va durer une demi-heure. Alors, si vous avez des questions dans la salle, on aura... Est-ce qu'on a un micro qui va se promener, Julie? Oui. Alors, des questions. Alors, vous levez votre main, on va vous porter le micro. Sinon, ben, on va se parler entre nous, hein, en avant. Alors, oui, Anna, ça a une question. Le micro n'est pas allumé, je pense. On m'entend là? Oui. Ouais. Ah, OK. Good. C'est bon. Monsieur, au milieu, excusez-moi, votre nom m'échappe. Bronner. Bronner, monsieur Bronner. Vous avez dit au début de la présentation que la manière dont l'intervention a été traitée en France par rapport à comment on gère les gens, admettons, qui cherchent certains sites web, ils vont être signalés, les gens qui, etc. Vous comprenez ce que je veux dire? Vous dites que c'est liberticide, la manière dont c'est traité en ce moment, où ça pourrait éventuellement atteindre la situation où la liberté serait entravée. Je me demandais c'était quoi votre manière comment vous pourriez gérer la situation de manière autre que ce qui est fait en ce moment? D'accord, merci. Alors quand j'emploie le terme liberticide, vous me donnez l'occasion de le préciser, je vous en remercie. Et je l'ai dit un peu hein, dans mon introduction, je me positionne dans une disons j'essaye, hein, c'est très difficile, d'être dans une position de neutralité axiologique, c'est-à-dire de neutralité par rapport aux valeurs. En d'autres termes, le terme liberticide n'est pas, je sais bien que c'est connoté négativement, dans ma bouche, il n'est pas forcément connoté négativement, c'est juste un constat. C'est-à-dire si dans un état A, un état du monde, vous avez le droit de consulter certaines informations et dans un autre état du monde, vous n'avez pas le droit de consulter certaines informations, il y a évidemment une carence de liberté. Vous pouvez l'approuver ou la désapprouver, c'est une autre question. En tant que sociologue, je ne me pose pas, en tant que citoyen, oui, mais en tant que sociologue, je m'interdis de me poser cette question sous cette forme. C'est en ce sens que je vais utiliser le terme liberticide. Mais ensuite, pour ne pas mettre mon drapeau dans la poche, évidemment, moi je ne souhaite pas non plus, pour être tout à fait honnête, vivre dans un pays de type totalitaire. Hein, et donc, simplement, je ne crois pas qu'il y ait vraiment, vous savez, une ligne rouge. C'est-à-dire, en deçà de cette ligne, c'est des violations de la liberté publique qui sont acceptables, et au-deçà, c'est plus acceptable. En fait, c'est un continuum. C'est très difficile de dire. Tout ce qu'on peut dire, c'est qu'il faut être attentif au fait que précisément, comme le fait de radicalité et encore plus de passage à l'acte violent est un fait statistique extrêmement rare, on peut comprendre qu'il y a des politiques publiques qui, pour soulager l'opinion publique, qui est très inquiète à juste titre aussi, de faire des politiques extrêmement couvrantes, mais il ne faut pas perdre de vue que ces politiques très couvrantes risquent d'être liberticides. Voilà. C'est une problématique intéressante. Après, je ne me sens pas la compétence de fixer la frontière à partir de laquelle, au-delà de laquelle et en deçà de laquelle, il n'est plus moral de promulguer. Et je trouve d'ailleurs, c'est pas une question qui a une réponse scientifique à proprement parler. Elle peut avoir une réponse citoyenne, et là, en tant que citoyen, je peux m'engager pour ceci ou cela. Moi, j'analyse simplement qu'en effet, il y a des lois qui sont promulguées et qui visent à réduire les libertés individuelles et collectives. Oui, j'allais, mais je vais te laisser. Votre question est extrêmement intéressante. Je ferai un parallèle avec la lutte au terrorisme en général. On a pensé, au nom de la lutte au terrorisme, que c'était une bonne idée, par exemple, de renverser le régime afghan. Taliban. On a pensé que c'était une bonne idée, éventuellement, de renverser le régime de Saddam Hussein, dont les liens avec le terrorisme étaient évidemment extrêmement ténus. On a pensé que c'était une bonne idée, éventuellement, à un moment donné, sous des arguments un peu fallacieux, éventuellement, de renverser le régime de Kadhafi. Et donc, on s'est aperçu, finalement, que parfois, au nom de la lutte au terrorisme, quand on fait des interventions militaires, les conséquences, et là j'essaye d'être neutre,
à défaut d'être pires, en tout cas, ne sont pas meilleurs que la situation. En d'autres termes, on a écrasé une mouche avec un marteau. Et quand on écrase une mouche avec un marteau, ben, on fait énormément de dégâts. Mon collègue Sami Aoun dit souvent que le djihadisme violent en Occident est surtout une nuisance, bien plus qu'une menace de défense au sens strict du terme, susceptible finalement, par ses capacités opérationnelles, de renverser les régimes démocratiques. Le problème, c'est que quand le chien a une puce sur le dos, même si la puce le gratte fort, on tue pas le chien. Et donc, je pense que, à l'heure actuelle, je vais arrêter dans la métaphore, là, parce qu'elle commence à filer. Animalière. Je pense, si vous voulez, que la problématique à l'heure actuelle, c'est qu'en érigeant des états d'exception, en essayant d'avoir finalement un filet aux mailles de plus en plus large, où on va chercher tous les poissons dans la société, ça devient contre-productif. On crée plus de problèmes qu'on en règle. On crée un sentiment. Bon, alors vous me direz, en France, on ne va pas parler de sentiment d'insécurité. Il y a une insécurité réelle en lien avec le djihadisme violent. Il y a plus de Français morts du djihadisme violent que de militaires morts en combat au cours des 20 dernières années en France, quand même. Donc les statistiques montrent que c'est quand même un réel problème. Mais l'idée étant de dire, et moi je pense que la stratégie doit être adaptée. Donc elle doit être ciblée sur les cas d'extrémisme violent. Il faut donc avoir une approche plus chirurgicale à l'égard de ceux dont on le sait qui posent problème et proposer d'autres alternatives au reste de la société. Mais si on traite tout le monde de la même manière, c'est sûr qu'on va se planter. Or, je pense qu'à l'heure actuelle, ce qui est en train de se passer, c'est que des politiques qui sont trop générales, et puis je pense que c'était à ça que tu faisais référence quand on dit finalement on jette des lois, des états d'exception, etc., à terme, on va plutôt pousser des gens à rejoindre les organisations qu'à les combattre. Et donc, à mon avis, c'est sur ces deux volets-là. Et le Canada est un cas extrêmement intéressant où finalement, à la différence de la France, on est à l'heure actuelle sur un épiphénomène. Alors vous me direz, les profs ou les chercheurs sont sympas, mais ils vont vous dire on est proche de la statistique zéro. C'est sûr que les parents de ceux qui sont décédés à Saint-Jean-sur-Richelieu, en Irak ou en Syrie ou à Ottawa, vous diront oui, mais ça marche pas, ta statistique zéro, mes enfants sont morts. Mais statistiquement parlant, c'est intéressant de voir que si on fait une politique qui va toucher tout le monde pour un phénomène qui est extrêmement réduit, on se plante. Et donc je pense que, et du reste, c'est drôle de constater que dans les autres formes de problématiques en lien avec la sécurité publique, que ce soit la criminalité organisée, que ce soit la prostitution, que ce soit la délinquance juvénile, etc., on a eu des approches beaucoup plus ciblées. On ne s'est jamais mis à avoir une espèce de couverture légale qui finalement touchait tout le monde de manière indiscriminée. Donc je pense que c'est plus ça que moi je préconise, c'est beaucoup de prudence et de nuance dans les politiques qu'on met en place, d'autant plus que la plupart d'entre elles, pour l'instant, n'ont pas fait preuve de leur efficacité. Et c'est là où, effectivement, les chercheurs aussi, et puis je suis tout à fait d'accord, comme les pouvoirs publics doivent faire preuve de beaucoup d'humilité, parce qu'à l'heure actuelle, on est devant un phénomène où les bonnes pratiques n'ont pas vraiment encore été éprouvées et où on est beaucoup plus en apprentissage essai-erreur. Et quand tu parlais des centres de déradicalisation en France, il me semble qu'à l'heure actuelle, c'est une bonne preuve de ça. Merci. Alors, d'autres questions? Oui. Une question ici. J'aimerais partir d'une thèse de Marcel Gauchet à propos de l'État islamique. Est-ce que si l'État est le produit de la sécularisation, et que l'État islamique combat cette séparation de la religion et du politique, est-ce qu'il n'y a pas là une contradiction dans les termes? Est-ce que l'État islamique n'est-il pas un oxymore? Et pour revenir à la question de la radicalisation, est-ce que l'État islamique est vraiment radical, dans le sens qu'il est incohérent, incapable d'aller au fondement du problème politique qui se pose? Et voilà, je vous laisse là-dessus, mais moi, juste pour venir, on peut être violent sans être radical. Si radical, c'est aller aux racines des choses, aller au fondement des problèmes. Sommes-nous en présence d'un phénomène politique radical? Parce qu'il y a une contradiction dans les termes même de ce courant. Merci. Oui, tout d'abord, l'appellation État islamique, ça c'est une interprétation abusive. De un, il n'y a pas le terme État dans le Coran. Et ce n'est pas un terme coranique. Et en ce sens, l'État est un phénomène moderne. Et c'est un État plus westphalien, c'est-à-dire qui est venu avec l'idée d'État-nation.
ce qui est un peu bizarre, c'est que Daesh ou l'État islamique ont emprunté ce terme État et je ne suis pas sûr qu'ils ne savaient pas qu'il n'est pas un terme coranique. Mais le fait de l'utiliser pour remplacer un autre terme qu'ils l'ont utilisé par après, c'est utopique, l'utopie du califat, c'est-à-dire le retour à une seule entité unifiée, unie de ce qu'on appelle le monde de l'islam, qui est une utopie, même une légende, parce que ce n'était pas si comme ça dans l'histoire, dans le processus historique. Deuxième point, est-ce que cela se réduit simplement aux politiques? Peut-être. Mais l'État islamique en tant que tel, elle est dans la couveuse de la discorde que j'ai appelée entre sunnites et chiites. Elle est née justement dans un milieu arabo-sunnite qui croyait, à tort ou à raison, que l'Iran est une puissance persane et chiite, non arabe et chiite, de la minorité dans le monde de l'islam, qui est en train de mettre sa main sur l'Irak, qui a été dominé historiquement par les sunnites. Alors, c'est en ce sens que cette minorité arabo-sunnite, 18% à peu près, va se réfugier dans une idéologie combative. Parfois c'est Al-Qaïda, parfois c'est les tribus et les clans, et dernièrement c'était l'État islamique qui est une fusion, une alliance ou une fusion entre des anciens de Saddam Hussein, donc du parti Baas, des anciens des soufis, Naqshbandi, c'est un peu difficile, et surtout dans le terreau fertile de la communauté arabo-sunnite. En ce sens, a un projet politique, c'est-à-dire contre la perte de contrôle sur l'Irak, mais en même temps, on le fait avec une terminologie islamique pour cacher ce qui est vrai, c'est la violence sectaire, la violence et la compétition ensanglantée entre les deux composantes de l'Irak, majoritairement les chiites et les sunnites. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Parce qu'il y en a qui veulent répondre. Oh, oui. Éric. Juste là-bas. Je voulais savoir, elle était où la limite pour parler d'un acte de terrorisme ou de crime haineux? Parce que dans le cas de l'acte d'Alexandre Bissonnette, dans les médias et les politiciens parlaient d'un acte de terrorisme, tandis qu'il n'est pas encore accusé de terrorisme, il est accusé de meurtre. Alors, elle serait où la limite pour parler d'un acte de terrorisme? Ouais, dans le cas de Bissonnette, faut faire la distinction entre la qualification de l'acte sur le plan pénal et la qualification de l'acte sur le plan politique. C'est-à-dire que quand les policiers vont faire une enquête, ils vont monter leur dossier pour être sûr que des accusations soient portées. Donc dans le cas de Bissonnette, on était bien d'accord sur le crime, il n'y avait pas de souci. Sur la question de est-ce qu'il y a le critère de activité, en lien avec des activités terroristes, etc. Ça, la démonstration et la preuve est beaucoup plus difficile à faire. Donc en général, quand les policiers vont monter le dossier pour s'assurer qu'il y ait des charges, on va aller à l'accusation la plus évidente. Donc je veux juste faire le point là-dessus, et c'est pour ça effectivement que on a d'abord déposé des accusations de crime et qu'après les services de police se sont dit on se réserve la possibilité au cours de l'enquête de déposer des charges supplémentaires qui seraient terroristes. Donc ça c'est juste pour comprendre la logique des fois policière et judiciaire dans le processus. Maintenant sur la question de sur le plan de la définition de ce que c'est qu'un acte terroriste, pour moi, mais je parle juste en mon nom, il y a un objectif qui est clair, qui est de terroriser la communauté musulmane, de s'en prendre à la communauté musulmane pour ce qu'elle est. Donc que l'objectif soit de tuer, que l'objectif soit de lui faire peur, que l'objectif soit d'obtenir un changement de politique, à mon avis, on est ici dans la définition au sens politique, mais au sens de la science politique qu'on peut avoir
du terrorisme, parce que l'objectif lui-même, alors je sais que est-ce que c'est un crime haineux, pour moi le crime haineux, à partir du moment où il cible une communauté en particulier, où il a un objectif politique particulier, ça rentre dans les volets possibles de l'acte terroriste. Donc de mon point de vue, à moi, j'ai pas de problème à assumer le fait de dire que c'est une attaque terroriste. Mais Voilà. il reste quelque chose à bien clarifier. Est-ce que M. Bissonnette était membre d'un groupe ou il a agi par influence d'un certain climat? Alors ça pourrait aussi juger, évaluer un peu. Est-ce qu'il a... Sur l'appartenance à une organisation. Oui, sur l'appartenance à une organisation qualifiée comme telle, comme terroriste. C'est là le point qui reste à clarifier. Pour l'instant, on croit qu'il n'a pas été membre actif dans un groupe pareil. Si je peux me permettre, parce que pour avoir étudié la question un peu, on sait quand même qu'il a fréquenté à l'Université Laval, Alexandre Bissonnette, des milieux de droite. Il fréquentait des auteurs qui étaient très anti-multiculturalisme, anti-immigration. Éric Debroise et Jérôme Gravel-Blanchet, pour ne pas les nommer, qui sont plutôt défavorables en général aux communautés musulmanes. Mais est-ce qu'il a reçu un ordre ou a été... Non, je ne crois pas qu'il a reçu un ordre, mais je veux dire, il a été... La question de l'ordre, par ailleurs, est un peu ambiguë, puisque Oui. vous le savez que notamment pour Daesh, il y a un certain nombre d'individus qui agissent sans recevoir d'ordre, Voilà. nommément, Par- sauf des appels par, Voilà. Oui, par Daesh, oui. et qui ensuite qui sont récupérés, Voilà. par l'armée islamique. Donc, en fait, là aussi, il y a un continuum Voilà. directement. Il peut ne pas y avoir un groupe constitué, mais s'il y a une cause qui se veut qui raccroche avec une cause plus générale, et presque n'importe quel acte violent de ce type peut être attaché, on est quand même dans un spectre peut-être un peu plus bas du terrorisme que celui qui va être officiellement rattaché à une organisation. Mais moi, en fait, quand je disais qu'il fréquentait ces milieux-là, c'est une source d'inspiration. C'est pas un ordre, c'est une source d'inspiration. Il voit des penseurs qui sont anti-immigration et qui publient des bouquins chez des éditeurs réputés comme Boréal et qui ont une certaine notoriété. Et au même moment, c'est arrivé, il faut le dire, moi je pense que c'est peut-être pas un hasard, c'est arrivé quelques jours après l'entrée au pouvoir de Donald Trump et du décret anti-immigration. On pourrait voir ça aussi dans l'actualité parce on sait qu'il était pro-Trump et pro-Marine Le Pen. Il aurait pu voir ça comme une justification d'entrer en action. Donc, il y a des incitatifs et aussi, chose qu'on n'a pas beaucoup parlé dans les médias, une semaine avant, il est allé à la mosquée faire du repérage. Alors là, on a vraiment, quand on va faire du repérage, c'est parce qu'on a vraiment des intentions, c'est pas spontané, c'est pas de la folie, c'est clair. Et la personne qui l'a rencontré quand il est allé faire son repérage, lui a demandé de quelle religion il était. Il aurait répondu « Je suis catholique ». Alors, bon, ça reste à déterminer. Est-ce que c'est un catholique pratiquant? Est-ce que c'est un catholique culturel? Bon, moi, je soupçonne que dans les mouvances d'extrême droite, on a du catholicisme plus pratiquant, plus militant, mais on a aussi beaucoup de catholicisme culturel. Ou pour reprendre un terme de Mathieu Bock-Côté, qui est un sociologue que mes étudiants savent que j'aime pas beaucoup, des catholaïques, qu'ils appellent ça. Alors, ce sont ils sont pour la préservation de la tradition. Ils pratiquent pas, ils vont pas à l'église, donc ils sont pas répertoriés comme catholiques, mais ils sont pour la préservation d'une tradition catholique, mais rattachée à une espèce de pureté de la race québécoise, d'une certaine manière. Donc, on a quand même des indices par rapport à Alexandre Bissonnette qui nous laisse penser qu'effectivement, c'était un acte terroriste et qu'il, en fait, sans nécessairement être un membre d'une organisation d'extrême droite, fréquentait ces idées-là. Et vous savez, dans la plupart de ces... on fait une veille au Sophir depuis quelques mois sur ces groupes-là. C'est assez, bon, tu l'as dit tout à l'heure, c'est assez mouvant être membre d'une organisation. Bon, est-ce que c'est être ami sur Facebook? Bon, c'est un peu large. On n'a pas besoin. Les réseaux, quand on est avec les réseaux sociaux,
Moi, je pourrais être, on n'a pas besoin d'avoir une appartenance directe maintenant. C'est ça la nouveauté d'ailleurs. Voilà. C'est ça qui rend ces mouvements-là difficiles à cerner. C'est que maintenant, avec la fluidité des rapports sociaux, grâce aux réseaux sociaux, ben, c'est très difficile de dire est-ce que quelqu'un a sa carte de membre de la meute ou c'est beaucoup plus difficile. Ouais, mais pour moi, l'appartenance au groupe n'est pas une condition sine qua non pour qualifier un acte de terroriste. Andreas Breivik était passablement seul, il a écrit son manifeste, il est passé à l'action au nom d'une idéologie politique. Et puis je trouve qu'à partir du moment où, dans le cas de Bissonnette, c'est peut-être qu'il n'y a pas aussi, il n'a pas laissé de trace écrite clairement pour revendiquer son acte en disant je le fais au nom de ça. Et là, ça rend un peu plus difficile de cerner exactement l'objectif politique. Mais vous savez, souvent au Québec, on parle de l'attaque de la Polytechnique. Vous connaissez évidemment tous cette histoire-là. Pour moi, à partir du moment où un homme a aligné 13 femmes dans une salle de classe et les a abattues froidement pour la simple raison que c'était des femmes, que l'objectif c'était de tuer des femmes et qu'il avait déjà du reste déjà manifesté ses opinions à l'égard, c'est un acte politique. Donc moi, je rentrerai ça dans la catégorie acte terroriste. Après, on me dira, je fais rentrer beaucoup de choses dans la catégorie acte terroriste. À un moment donné, est-ce que le concept a encore du sens? Je ne le sais pas, mais en tant que politologue, moi, si l'objectif politique est clair... Mais c'est ça, c'est répertorié. Par exemple, si on prend ce qui est arrivé à Orlando par Metin, alors lui, il a été récupéré par Daesh. Pas nécessairement qu'il était membre. Il a justifié son acte par une terminologie de Daesh, mais pas nécessairement c'est ce qu'il voulait. Il avait une crise identitaire personnelle, il avait ses propres problèmes avec les homosexuels. Tandis que dans l'acte terroriste de San Bernardino, on voit que la planification est à long terme et ce n'est pas un raccourci quand la femme est tombée enceinte et pour rentrer aux États-Unis comme un camouflage. Après, elle va accoucher et aller confier le bébé à sa belle famille après commettre l'acte. Alors ici, on a aussi un acte qui est planifié, rationalisé dans le coup, dans le processus. Tandis que chez Metin, il est plus après coup, si vous voulez, qui a été rationalisé. Mais dans les deux cas, Daesh va récupérer l'acte, parce que pour lui, c'est un bonus. Ouais, mais récemment, Daesh, il y a l'attentat de Stockholm. L'attentat de Stockholm, dans les premières heures de l'attentat de Stockholm, Daesh a revendiqué l'attentat, mais en disant le nom d'une personne qui n'était pas l'auteur de l'attentat. À Stockholm. Ah, c'était sur les Champs-Élysées, pardon, je me suis trompé. Ah, c'était l'attentat des Champs-Élysées. Daesh revendique l'attentat, mais ne dit pas le bon nom, tellement que les services policiers sont partis après le bonhomme en Belgique, parce qu'ils ont dit, ah, lui, c'en est peut-être un, finalement. Et donc, ils ne revendiquent pas le bon nom, ils revendiquent d'un autre nom. Alors, ça veut dire qu'ils n'avaient aucun lien avec ce... Ils ne savaient même pas c'était qui. Alors, aujourd'hui, ou hier la nuit, le père de celui qui a fait l'attentat de Champs-Élysées, il était ivre, sous complètement, il est allé attaquer la police. Ouais. Alors vous comprenez que la question religieuse peut être un petit ajout après coup. Mais il y a un élément intéressant, vous vous souvenez, TVA, la couverture d'un des présentateurs de TVA, quand il y a eu les attentats de Québec, il a dit « Oh, c'est du terrorisme à l'envers ». Et ça, c'est extrêmement intéressant parce que ce que ça montre, c'est finalement, et puis ça revient un peu à ce qu'on disait en introduction, on colle l'étiquette de terroriste à certains types d'extrémisme violent, mais on est beaucoup moins prompt à les coller à d'autres types d'extrémisme violent. Et je dirais que plus l'extrémisme violent fait partie de notre culture, plus on est tenté de mieux le comprendre spontanément. L'extrême droite, par exemple, qui fait partie des sociétés occidentales depuis longtemps. Et on a comme, spontanément, le terroriste, c'est l'autre. C'est le méchant, c'est celui qui vient d'ailleurs, etc. Mais c'est pas celui qui vient de chez nous. Et ça a été un peu ça. Évidemment, c'est pas la définition que j'en ai là. Mais on voit souvent le réflexe et cette notion de terrorisme à l'envers. Après, évidemment, le commentateur s'est excusé parce que les gens ont dit est-ce que vous prenez conscience de ce que vous venez de dire? D'ailleurs, je me demande, toi, t'étais pas en direct quand il a dit ça? Le terrorisme à l'envers, t'étais pas loin. Mais c'était pas toi. Hein. J'étais pas loin. Pierre Bruno, pour ne pas le nommer. Pour ne pas le nommer, c'est ça. Mais ça vous donne quand même toute la charge symbolique, émotive, qui est associée à l'utilisation ou non du mot terrorisme pour qualifier un acte. Et c'est sûr que moi, je ne me base pas sur une définition nécessairement légale, je me base plus sur une définition politique du terme.
Eh bien, écoutez, on va terminer là-dessus, mais je vous invite ce soir très fortement à revenir, puisque ce soir, donc, à 17h, ici même encore, nous allons avoir une conférence complète, là, beaucoup plus longue et élaborée de Gérald Bronner. Cette fois-ci, donc, ça va être sur quelque chose qu'on a beaucoup évoqué, mais qu'on n'a pas complètement abordé aujourd'hui, la théorie du complot. Et vous allez voir, c'est fascinant, les recherches que Gérald a faites sur la théorie du complot et tout ce qu'on appelle les biais cognitifs. Et donc, ce soir, donc, la conférence sera de 5h à 6h, 17h à 18h. Et ensuite, après, vous serez tous invités, ceux qui seront là, à un petit lunch et à rencontrer personnellement Gérald Bronner. C'est peut-être moins intimidant de poser des questions tout seul avec un verre de vin que devant tout le monde. Alors, vous serez invités par la suite. Alors, merci beaucoup et à ce soir.